Alors bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un format court, voilà, qui va parler donc de transidentité. Moi, c'est un peu en réaction à ce que j'ai pu entendre sur LinkedIn. Ça me dérange un petit peu, sachant que, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette question-là, beaucoup de choses qui sont exprimées, mais qui sont plus, des pensées, on va dire, politiques, et sociétales plutôt que scientifiques et surtout, médicales. Voilà, donc, je voulais un peu, non pas rétablir une vérité, parce que je pense que la vérité, il n'y en a pas, mais une certaine forme, en tout cas, de réalité. Voilà, donc on va commencer avec, des faits, donc j'appelle ça only fact, hein, donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Sur la question de la transidentité, on parle beaucoup de l'essor, si j'ose dire, de celle-ci, comme si c'était, une infection, comme si c'était, comment dire? Une épidémie. Alors les faits, c'est quoi? Ça, ces chiffres-là, ce que je vous montre là, ce dont je vais vous parler, ce sont les chiffres qui ont été officiellement édités par la CPAM et que vous pouvez retrouver sur le numéro, hors série spécial, genre et sexualité de Santé publique France. Voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver. Donc en 2020, il y avait 8 952 personnes en ALD F64. Donc la ALD, excusez-moi, F64, c'est quoi? C'est, la ALD qui concerne la transidentité, d'accord? Les transitions de genre, ce sont les ALD officielles, hein, lorsqu'une personne va dans un parcours, de soins pour une transition de genre. Donc là, on parle vraiment du sujet de la question de la transidentité. En 2013, il y en avait 899. Donc en gros, on passe, en très gros, hein, on passe de 900 à 9 000 en moins de 10 ans. Alors, je comprends que ça puisse faire, peur. On peut se dire: «Oui, voilà, c'est une vraie contamination, nanana, c'est un effet de mode». C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette augmentation de ce chiffre, en fait. C'est déjà que un, les personnes osent rentrer dans un parcours de soins, alors qu'avant elles ne le faisaient pas. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est que 2, la société s'assouplit quand même sur ces questions-là, donc les personnes se sentent légitimes à, parler de ce sujet. D'accord? Et de se dire: «Bah, voilà, en fait, je suis une personne trans, donc je me sens légitime, donc je vais pouvoir, passer dans un parcours de soins pour arrêter de souffrir». Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, ce qu'on remarque en fait, hein, finalement, c'est que comme ces personnes-là, peuvent aller dans un parcours de soins, et ben, on les voit. On les voit tout simplement, vous voyez? Donc là, elles sont bien diagnostiquées, si j'ose dire, et elles sont dans un parcours de soins. Avant, ces personnes-là, on ne les avait pas. C'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est qu'elles n'existaient plus. Parce qu'elles se suicidaient, en fait. Je vous expliquerai après. En fait, avec la question du stress minoritaire, avec la question de la dysphorie de genre aussi, c'était tellement insupportable pour les personnes, il n'y avait pas de solution. Et puis de toute façon, la société n'en voulait pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait? Elles se suicidaient. Mais ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de le voir, ça passe sous les radars. Donc effectivement, on peut imaginer que, là, voilà, bah, ça passe de 900 à 9 000, c'est n'importe quoi. Bah non, c'est qu'en fait, c'est mieux parce qu'il y a moins de suicides de ces personnes-là, justement. Les 18-35 ans, donc on parle beaucoup des mineurs, mais non, c'est les 18-35 ans qui ont la part la plus importante en termes de croissance, donc c'est pas des mineurs, c'est des jeunes adultes, d'accord? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, on peut expliquer ce chiffre aussi parce que en fait, dans les autres tranches d'âge et surtout les âges, supérieurs, il y a aussi beaucoup de personnes. Il y a aussi une augmentation. Elle ne se voit pas trop parce que notamment dans les organismes comme, par exemple, le Grétis de mémoire, hein, donc qui est, l'organisme en France officiel, hein, le collectif officiel avec les chirurgiens, les endocrinologues, les psychologues, qui accompagnent la transidentité en France. Ils peuvent pas prendre tout le monde. Il y a beaucoup de demandes et passé un certain âge, ils disent: «Bah, écoutez, passez dans le privé parce que nous, on peut pas assumer tout ça». Donc en fait, les personnes les plus âgées vont passer dans le privé. Les personnes les plus âgées, elles, ont, je dirais, un petit peu moins accès parce que il y a tellement de demandes chez les jeunes, il y a tellement de problématiques qu'en fait, il faut un moment, sélectionner, en tout cas mettre des barrières à l'entrée. Ce qu'on observe aussi, c'est plus de MTF que de FTM. Alors ça veut dire quoi MTF et FTM? Je vous explique. MTF, c'est male to female, donc des hommes qui font une transition vers femme, et FTM, c'est des personnes nées femmes qui font une transition vers les hommes, d'accord? Female to male. Hem Donc il y a quand même plus de femmes trans finalement, alors qu'on dit souvent: «Oui, il y a plus d'hommes trans et les jeunes filles transitionnent vers, le masculin». C'est pas forcément vrai. Il y a toujours un ratio qui est en faveur, des femmes trans. Voilà. Donc ça, c'est les faits, c'est les chiffres. Vous les retrouvez facilement, sur Santé publique France, dans le numéro spécial. Il y a pas d'hypothèse. OK?
Fact 2, la dysphorie de genre, les personnes trans ne sont pas des travestis. Alors j'ai entendu ça en plus de la bouche de psychologues, c'est assez dramatique, hem, les personnes trans sont en fait, alors il y en a une partie, c'est pas une majorité, toujours comme ça, hein, il y a pas de chiffres, il y a jamais de chiffres qui sont énoncés, mais on dit oui, une certaine partie d'entre eux sont des travestis. Alors les travestis, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà, définir ce que c'est une personne travestie. C'est un travesti, c'est quoi? C'est un homme qui s'identifie en tant qu'homme, d'accord, mais qui va percevoir une excitation en se travestissant en femme et en ayant des rapports sexuels, par exemple, en tant que femme. Ce qui n'est pas, du tout, la question de la transidentité, d'accord? La question de la transidentité, c'est quoi? C'est un questionnement inscrit dans le temps. On va en parler après de la transidentité, je vais vous la définir. Mais quand même, cette histoire de travesti, je me suis posé la question, mais d'où ça vient? Alors sur PubMed, il y a rien dessus, hein. Il y a rien dessus, vous ne trouverez rien sur les travestis. Alors c'est facile de dire les choses, mais quand on l'expose à la communauté scientifique, bizarrement, il y a plus grand chose, hein. C'est maigre comme, comme argumentaire. Mais il y a quand même quelque chose dessus. C'est un type qui a écrit un livre en 2003, The Man Who Would Be a Queen, de Bailey. Donc Bailey, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a récupéré une théorie qui remonte aux années 80. En gros, les femmes trans, pour lui, c'est des travestis qui vont au bout de la démarche. Donc c'est-à-dire que c'est des, hommes qui adorent se déguiser en femme pour avoir des rapports sexuels, mais qui se disent: «Bah tiens, si j'allais faire une transition et si j'allais prendre des hormones, me faire pousser des seins, me faire couper le pénis». Bon, heu, on sait que c'est plus compliqué que ça, hein, mais c'est un livre, voilà, il y a pas de publication là-dessus, à comité de lecture, il y a c'est simplement un livre, en fait, donc c'est vraiment un niveau de preuve qui est proche de zéro. Heu alors lui, c'était ça son idée ou autre idée, c'était des homosexuels qui étaient très efféminés, en disant: «Bah, voilà, en fait, les homosexuels, ils se comportent un peu comme des femmes, comme des folles». Bah, du coup, en fait, à un moment, il y en a qui se fondent dans un féminin. Donc en fait, c'est complètement en plus misogyne de dire ça. Mais bon, c'était son idée, il a écrit un livre là-dessus et c'est ça vient de là, en fait, d'accord? Sauf qu'une personne trans une personne trans avec une dysphorie de genre, puisque c'est comme ça, alors n'en déplaise à certaines personnes trans et j'en suis désolé, mais ouais, effectivement, je pense qu'il y a quand même un diagnostic à poser, de dysphorie de genre puisque c'est une souffrance. C La dysphorie de genre, c'est une souffrance et la demande, elle est stable. C'est au moins 6 mois. Là, c'est les critères DSM. Ça répond à des critères précis. Vous voyez? Et ces critères précis, il y en a plusieurs et en fait, ce qui va se passer, c'est que, ces critères-là vont permettre de poser, un diagnostic de dysphorie de genre en disant: «Bah, voilà, cette personne-là, heu, il y a, il y a une souffrance qui est avérée et en fait, elle peut en tout cas, alors c'est bien ça le problème chez les personnes trans, c'est qu'elles ne veulent pas être psychiatrisées, je l'entends complètement, hein, je suis complètement d'accord avec ça. Mais en tout cas, il y a une forme de légitimité dont on a besoin pour passer, par l'étape de la transition. Le DSM nous permet ça. Voilà, DSM ou la CIM, hein, d'ailleurs, hein. Donc la dysphorie de genre, c'est un questionnement qui est inscrit dans le temps et il y a une enquête et c'est assez intéressant ça, hein, parce qu'il y a quand même c'est pas un livre, c'est une enquête qui a été menée en 2015, donc assez récente, auprès de 27 000 adultes, qui se définissaient comme transgenres. D'accord? Donc ça c'est un échantillon qui est vraiment super, moi je trouve et qui permet de donner des réponses. 60 d'entre eux donc c'est plus que la majorité, hein, ont répondu avoir commencé à se questionner sur leur genre avant l'âge de 10 ans et 34 d'entre eux entre 11 et 20 ans. Donc on va dire: «Oui, mais c'est les jeunes, on leur met ça dans la tête et tout». Globalement, là, vous avez les adultes qui sont aboutis, d'accord? Dans leur personnalité, dans leur parcours de vie. Il y en a quand même 27 000 dans cette étude et il y a quand même plus de la moitié qui dit: «Bah, en fait, moi, ce questionnement, il venait, depuis l'enfance, en fait, hein». Donc c'est là, on peut pas non plus, dire que c'est un effet de mode. Troisième fait, la dysphorie de genre, c'est un diagnostic incontournable. Je reviens sur la question des enfants, d'accord? Heu et il y a les enfants qui expriment une discordance de genre. Donc 10 à 40 persistent à se définir, pardon, comme transgenres à l'adolescence et à l'âge adulte. Heu, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des enfants qui disent: «Bah, moi, je suis pas une fille, je suis pas un garçon». C'est normal. C'est normal, et comme vous le voyez, c'est pas la majorité qui va se définir comme transgenre. Donc en fait, il faut pas paniquer et ça, je suis complètement d'accord, en fait. Il faut pas croire que dès qu'il y a une, gamine qui dit: «Bah, moi, je joue au ballon, je suis un garçon», on va lui sauter dessus, on va lui foutre des hormones. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge, vous ne verrez pas ça en France, c'est un mythe. Par contre, les 10 à 40 qui persistent à se définir comme transgenres à l'adolescence, à l'âge adulte, eux, il faut être vigilant. Il faut être vigilant,
Parce que, ce point de vigilance, il va être sur un point très précis, c'est l'intensité d'expression et la persistance de l'identification à l'âge adulte. Il y a des enfants, c'est hyper violent, ils ont une dysphorie, donc une souffrance dans leur corps qui est extrêmement violente. Eux, il faut être très vigilant. Il y a un risque suicidaire, un risque dépressif qui est extrêmement important, une baisse de l'estime de soi, aussi des problématiques dans la scolarité. Donc ça, il faut être vraiment très vigilant et j'ai mis stress minoritaire de meilleur en 2003 parce que c'est extrêmement important ça aussi, c'est le stress minoritaire, je vous l'explique en 2 mots, c'est toute la discrimination et la pression qui pèse sur des minorités précises, notamment les minorités LGBT, vont induire plus de troubles de santé mentale. Voilà, ça c'est prouvé, ça fait 20 ans que c'est prouvé, donc du coup, voilà, ces enfants-là sont plus à risque aussi de vivre un stress minoritaire. Heu, il faut aussi savoir un truc, c'est qu'il y a aucune intervention aujourd'hui, aucune, qu'elle soit éducative ou médicale, hein, qui ne modifie l'identité de genre perçue par l'enfant. Donc on peut pas retourner le cerveau au gamin en disant: «Ouais, mais nanana, mais en fait, tu né garçon, mais tu vas devenir une fille machin», c'est pas vrai. Par contre, on peut pas non plus dire à un gamin, «Oui, mais toi tu te perçois comme une fille alors que tu es un garçon, mais t'inquiète, tu vas faire une thérapie, tu vas, t'accepter en tant que garçon ou en tant que fille». Vous voyez? C'est pas possible non plus, ça n'existe pas. C'est voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, globalement, on n'est pas dans un combat de qui c'est qui a raison, on n'est pas là-dedans, mais globalement la science le montre. Ce qu'elle montre, techniquement, c'est qu'il y a des personnes trans, des personnes qui font des transitions. Alors ça, c'est du off, c'est complètement, moi qui le dis, et c'est ma pensée personnelle et je l'assume. Je pense qu'un jour, on dira que la transidentité et ce jour arrivera bientôt, que la transidentité, c'est un trouble neuro-endocrinien. Point, voilà. C'est des personnes qui ne sont pas nées dans le bon corps, c'est neuro-endocrinien. C'est effectivement les femmes trans sont effectivement des femmes, mais avec, voilà, un corps d'homme ou inversement et en fait, c'est aussi simple que ça. Je pense que ce sera aussi simple que ça. Le prisme du genre, c'est extrêmement compliqué. C'est pas que le zizi ou la zézette, c'est, pas que les chromosomes, c'est des centaines de, de comment dire? De critères, en fait, finalement. Donc on verra un jour que c'est un trouble neuro-endocrinien et que c'est pas un truc, une passade, ou un effet de mode et de toute façon, les personnes trans, ça a toujours existé. Donc il faut être très vigilant là-dessus, extrêmement vigilant là-dessus. Donc la dysphorie de genre, quatrième fait, c'est une stigmatisation qui est fatale. Donc dans diverses enquêtes, il y a 20 à 35 des personnes transgenres qui disent avoir renoncé à des soins par crainte de la réaction des professionnels de santé. D'accord? Donc ça c'est, j'ai sorti ça de la revue Prescrire, qui a fait un numéro, en tout cas un article spécial sur les personnes trans et qui a fait un peu une revue de littérature sur différents, aspects de la question trans. Et donc ils ont pu voir que 20 à 35 des personnes transgenres disent avoir renoncé à des soins par crainte de la réaction des professionnels de santé. Donc ça, c'est dramatique parce que ça fait des retards de diagnostic. Mais ensuite, il y avait autre chose et je vous la lire, c'est dans une enquête auprès de 84 jeunes, transgenres canadiens âgés de 16 à 24 ans. 75 de ceux qui s'estimaient peu ou pas soutenus par leurs parents avaient des symptômes de dépression et 57 avaient fait une tentative de suicide au cours de l'année écoulée. 57 plus que la majorité, versus respectivement 23 et 4 parmi ceux qui s'estimaient fortement soutenus par leurs parents, avec une vraie différence statistique significative. Et de même, selon l'enquête états-unienne de 2015, les adultes transgenres qui s'estimaient soutenus par leurs familles proches étaient moins exposés que les autres à une détresse psychique, au risque de suicide ou à celui de se retrouver à la rue. Là aussi, c'est Prescrire qui extrait ces chiffres. Donc, on est quand même dans un truc où le Canada, c'est quand même, soi-disant le pays des woke et il y a quand même de la souffrance, il y a quand même de la stigmatisation. Moi, je crois qu'en tant que professionnel de santé, on doit pas faire culpabiliser les familles, mais surtout les aider à comprendre, leurs enfants, les aider à comprendre, la transidentité, les rassurer aussi et pas, leur mettre dans la tête des trucs du genre: «Mais vous inquiétez pas, c'est une passade pour votre enfant, de toute façon, c'est une mode». Enfin, c'est non seulement c'est hyper violent pour l'enfant, mais c'est hyper violent aussi pour la famille, qui en plus va voir son enfant, l'état de l'enfant ne pas s'améliorer, alors qu'il y a des interventions justement pour aider, accompagner l'enfant et réduire le risque suicidaire. Donc après, moi, je vous laisse seul juge, de cette question-là. Voilà. En fait, à un moment, quand on est compétent sur un domaine, c'est qu'on est compétent par rapport aux données de la science et pas son opinion. Moi, j'ai une opinion, sur certains sujets, peut-être même sur la transidentité, qui sait? Mais en fait, mon opinion, vous n'en saurez rien au final. Ce qui est important, c'est comment on accompagne les gens et comment on fait en sorte que le lendemain matin, ils soient encore vivants et qu'ils soient pas en souffrance. Pour moi, c'est l'objectif principal. Voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu là-dessus.
Le cinquième fact, c'est la détransition, c'est un mythe politique. Donc on parle beaucoup de la détransition en disant: «Oui, mais on fait transitionner les gens n'importe comment, voilà, c'est un peu la fête» et puis après on montre à la télé des reportages avec des gens qui ont regretté, genre: «Oui, moi, j'étais une femme et comme je me sentais mal en tant que femme, j'ai transitionné en tant qu'homme et maintenant je le regrette, je fais une détransition» et puis comme c'est à la mode, ben voilà, il y a plein de gens qui détransitionnent après, qui regrettent et puis qui ont été opérés, machin, mutilation. Ce qui est factuellement faux. C'est factuellement faux, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, si ça vous intéresse ces choses-là, il y a le docteur Jack Turban qui est psychiatre, spécialiste de transidentité, qui a pas mal publié sur le sujet, qui a fait plusieurs revues littérature, heu et en fait, il y a un peu moins de 1 pardon, des personnes trans qui vivront une détransition. Ça voilà, c'est le chiffre, que je vous ai mis, que j'ai regardé un petit peu, en gros, parfois c'est un peu moins de 1, parfois c'est un peu plus, mais on peut se fixer sur le chiffre de 1 des personnes trans qui vivront une détransition. Donc là, il y a l'étude, alors c'est peut-être même le même échantillonnage que tout à l'heure. Il y a 2 242 personnes, heu, sur les 27 000. Donc ça, c'est une étude états-unienne, hein, aux États-Unis. Donc c'est pas le même contexte que la France, d'accord? Mais là, il y a 8 des personnes qui ont rapporté des transitions. Heu et parmi ceux qui ont détransitionné, 82,5 rapportent un facteur extérieur moteur de la détransition. Je vais vous expliquer et je vais vous expliquer pourquoi, je vous ai mis 1 au-dessus, qui sont plutôt les chiffres, européens et 8,1 qui sont les chiffres, on va dire là, qu'ils ont trouvés aux États-Unis. Donc en fait, quand ils ont cherché et trouvé ce chiffre de 8, ils ont ratissé plutôt large, mais ce qui est pas mal, c'est une bonne idée. Les transitions, elles sont corrélées avec un sexe masculin, assigné à la naissance. D'accord? Avec la non-binarité. Donc effectivement, il y a des personnes, qui se disent non binaires, qui vont faire une transition. Mais alors ça veut pas dire une chose, ça veut pas dire forcément qu'elles ont eu des opérations, ça veut pas dire qu'elles ont eu forcément, des hormones, ça veut pas dire voilà, ça dépend. OK? C'est vraiment dans le sens large. Une orientation sexuelle, bisexuelle, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été retrouvé aussi. Donc les facteurs favorisants, c'est la détransition, hein, c'est une famille qui n'est pas soutenante dans la transition, ainsi que le fait de n'avoir jamais eu de traitement hormonal ou chirurgical de réassignation. Donc déjà, les gens quand ils ont pas de traitement, vous voyez, quand ils ont pas, de chirurgie, ils vont détransitionner plus facilement. Mais c'est peut-être aussi et ça, faudrait que je vois si l'étude le dit ou pas, qu'ils étaient dans une transition sociale et moi, c'est ce que je conseille, hein, effectivement aux usagers et à leurs familles. C'est dire, ben, voilà et aux enfants, c'est de dire: «Bah, écoutez, OK, enfin, on va pas faire de transition, hormonale ou chirurgicale», mais moi, ce que je peux conseiller quand même, c'est de dire: «Bah, écoutez, voilà, il y a la question de la transition sociale, ça peut être pas mal». La transition sociale, ça permet de voir si on est à l'aise avec ces questions, si effectivement il y a un changement, si, voilà, s'il y a un mouvement. Chez l'adolescent, chez le jeune adulte ou chez l'adulte tout simplement et puis de voir ce qui se passe. Puis il y a des gens qui vont dire: «Bah non en fait, c'est peut-être pas ça» et puis qui vont retourner en arrière. Donc du coup, heu, là, quand il y a pas de traitement hormonal ou chirurgical, c'est plus facile et c'est complètement OK. C'est que c'est une étape, c'est la première étape. Mais après, donc pour les autres, comme je vous disais, il y a la pression parentale, 35,6. En fait, ils pouvaient mettre plusieurs réponses, hein. Je vous ai mis toutes les réponses qu'ils pouvaient mettre à côté. La pression de la part d'une communauté ou la stigmatisation sociale, c'est 32,5. Donc les 2 c'est un tiers, quoi. Avoir des problèmes pour trouver un emploi, 26,9. Pression de la part de son employeur, 17,5 et pression du partenaire, 20. Donc on est loin, des regrets parce qu'on a fait une bêtise, parce que c'était un effet de mode. On est dans vraiment quelque chose de systémique. OK? Donc c'est ça la détransition, c'est 1 environ des personnes qui détransitionnent, mais considérez que le 1 c'est avec les personnes qui ont fait des hormones et qui ont fait de la chirurgie. Sinon globalement, toutes les personnes qui se disent transgenres, mais qui n'ont pas encore fait de la chirurgie, qui n'ont pas encore fait une transition hormonale, il y en a 10 qui changent d'avis. On peut le dire comme ça, voilà. Mais globalement, il y en a 10 qui changent d'avis parce que c'est des pressions extérieures et je vous laisse de toute façon l'étude à côté et vous avez la source, dans l'autre slide si ça vous intéresse de lire l'étude. Donc la transition, c'est quoi finalement la transition à la transidentité? Ce qui est important et ce que je voudrais que vous gardiez un petit peu avec vous, c'est que la littérature scientifique, elle est là, elle existe et c'est important pour en parler
d'avoir une connaissance de la littérature. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Bah, finalement, ce qui est important, c'est de le garder pour vous, hein. Je pense que, je veux dire, on n'est jamais tout blanc, jamais tout noir. Je ne supporte pas, moi, les militants qui se prétendent chimiquement purs, mais globalement, moi, je suis pas là pour raconter mon avis aux patients. Moi, je suis là pour les soigner, pour les accompagner, voilà. Ça, c'est mon travail. Si je voulais, être moraliste, j'aurais fait un autre boulot. Heu, Savoir accompagner les personnes et les respecter, donc éviter aussi de donner son avis, mais plutôt vraiment se baser sur les données de la science. Puis la question de la transition, finalement, c'est pas un débat. C'est pas un débat politique. La question, elle se situe ailleurs. La question, elle se situe ailleurs. Donc voilà. Moi, je crois que c'est assez dangereux, justement, de positionner, une question qui est de l'ordre, voilà, un jour on dira neuroendocrinienne, en tout cas, pas forcément psychiatrique, hein, comme on l'entend, mais une question médicale, somme toute, parce que finalement, il y a un suivi médical, il y a, un trouble, une souffrance pour les personnes et puis un accompagnement médical, donc c'est OK de dire ça. Donc la transition n'est pas un débat, comme le diabète, c'est pas un débat, par exemple, vous voyez? Heu et une dernière chose, parce que j'ai entendu ça, hein, et de la part de professionnels de santé, on ne coupe pas des pénis ou des seins aux enfants, d'accord? En France, il y a pas de chirurgie de réassignation avant 18 ans. Voilà, et on donne pas d'hormones aux mineurs, d'accord? On donne seulement ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Alors ça, j'en parlerai peut-être dans un autre, dans une autre vidéo. Les bloqueurs de puberté, c'est un traitement qui est reconnu, qui a un profil pharmacologique qui est connu, reconnu, et ça permet simplement, hem, de bloquer, on va dire, la puberté, le temps, de prendre une respiration, de comprendre un peu ce qui se passe, et après quand on arrête ces traitements-là, la puberté reprend. OK? C'est important parce qu'en fait, déjà, c'est donné, avec parcimonie, hein, c'est pas la fête. C'est donné par des experts et des professionnels, des médecins, experts, d'accord? Et en plus de ça, en fait, souvent ils sont donnés et ça permet justement, d'éviter par la suite des opérations encore plus lourdes et encore plus complexes et avec, et beaucoup plus délétères, hein, sur le plan, sur le plan de la santé finalement, avec, plus de risques. Donc il faut aussi faire confiance aux personnes qui accompagnent, les personnes concernées au quotidien, notamment les médecins endocrinologues, les médecins généralistes aussi, les médecins psychiatres, les infirmiers, les infirmières, les psychologues, mais qui les accompagnent au quotidien. Voilà, je pense que c'est important d'aller à la rencontre de ces gens aussi et de pouvoir questionner ça. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a pas de problème, vous pouvez venir en discuter. Hem, voilà, il faut juste qu'on soit d'accord sur ce qu'on se dit, simplement. Restons un peu du côté de la littérature et puis comme ça, on va pas s'engueuler en tant que personne parce que ça sert à rien. Heu, mais restons surtout bienveillants, je crois, hein, et puis un peu respectueux des gens, quoi, enfin surtout des patients, parce qu'on leur doit ça. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et très belle semaine et bonne journée. À bientôt. Au revoir.